On s'aperçoit que vraiment, dans la plupart des pays, l'histoire est pervertie, généralement pour des motifs politiques. Ah, naturellement. L'histoire ne peut être pervertie. Elle est pervertie essentiellement pour des motifs politiques, puisque elle est telle qu'elle était faite jusqu'à présent et dans tous les pays du monde, au service d'une cause. Le tout, c'est de déceler la cause qu'elle défend. Bienvenue dans ce second épisode de l'Histoire rétablie. Le but de notre chaîne est de traiter de pages d'histoire qui ont été falsifiées à des fins idéologiques et de rétablir les faits historiques de manière sourcée, documentée et vérifiable par chacun d'entre vous. Vous retrouverez en lien, dans la présentation de cette vidéo et en commentaire, notre premier épisode qui était consacré à la résistance et à la collaboration. Nous vous invitons à le découvrir et à le partager, pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu. Dans ce second épisode, nous allons étudier, à travers l'actualité de la commémoration d'un massacre commis à Oran, le 5 juillet 1962, par le FLN algérien, et qui possède toutes les caractéristiques d'un crime contre l'humanité, les dessous d'une histoire occultée par la guerre mémorielle que le régime d'Alger livre à la France depuis maintenant plus de 60 ans, avec la complicité d'une bonne partie de la gauche française. Le massacre d'Oran et le contexte dans lequel il a été commis, avec l'enlèvement de milliers de civils européens organisé par le FLN immédiatement après l'indépendance algérienne, répond en effet totalement aux caractéristiques d'un crime contre l'humanité, tel que défini par le droit international public. Or, cet événement a longtemps été occulté par ceux qui tenaient le crachoir dans les médias sur les questions mémorielles entre la France et l'Algérie. Pour le mesurer, écoutons tout d'abord cet échange récent sur le plateau de France Inter, alors que le député Julien Audoul annonçait une proposition de résolution à l'Assemblée nationale visant à reconnaître officiellement le massacre d'Oran. C'est une résolution de réparation qui cherche effectivement à rendre la dignité aux familles des victimes de ce massacre qui a été totalement occulté. C'était pas qu'une simple fusillade puisque des centaines de personnes ont été traquées, ont été lynchées, ont été enlevées, torturées par les terroristes du FLN. Je rappelle que l'Algérie était indépendante depuis 48 heures déjà. Je rappelle que l'armée française n'a pas bougé pour protéger ces civils innocents et il faudrait effectivement une journée de l'armée française qui était toujours sur place. Bien sûr, tout à fait. Voilà, et qui n'a pas levé le petit doigt. Mais qui a donné l'ordre à l'armée de ne pas intervenir? Vous le savez très bien, qui était le chef de l'État c'est le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle qui était le chef de l'État, exactement. Vous critiquez la décision du général de Gaulle. Il aurait fallu continuer la guerre. Mais c'est pas la question. Il aurait fallu surtout protéger les civils, protéger les harkis qui ont été abandonnés et qui ont subi après les exactions, les tortures de la part du FLN, et c'est pour ça que quand le gouvernement français va déposer une gerbe, notamment Gérald Darmanin, devant le mausolée des martyrs du FLN qui ont été des barbares et des terroristes, je trouve ça extrêmement choquant, notamment pour nos compatriotes musulmans harkis. D'autres diraient des militants de l'indépendance, mais là c'est un débat historique. Comment est-ce que vous réconciliez les mémoires, puisque on est plus de 60 ans après et qu'on sent encore la tension entre votre point de vue et celui que peuvent porter d'autres en Algérie et en France? Réconcilier les mémoires, ça n'est pas une priorité pour vous? Si, réconcilier les mémoires, réchauffer les relations entre la France et l'Algérie, mais pas les instrumentaliser. Ça peut pas être, encore une fois, à sens unique. Il ne peut pas y avoir de la repentance permanente du côté français et puis l'occultation du côté algérien. Le gouvernement algérien devrait reconnaître le massacre d'Oran du 5 juillet 1962. Et pourquoi ne pas reconnaître également les critiques, les tortures pratiquées par l'armée française, par Jean-Marie Le Pen, par exemple, en Algérie? Je pense que l'État français... Il faudrait pas commémorer les deux? Non, mais l'État français, depuis 1962, a reconnu énormément de choses, s'est mis à genoux devant le régime algérien à maintes et maintes reprises, alors même qu'on subissait une francophobie outrancière. Je pense que pour avoir des rapports équilibrés et sains, il faut la réciprocité à tous les niveaux, que ce soit au niveau diplomatique, soit au niveau économique, et que ce soit au niveau mémoriel. Donc reconnaître les tortures commises par les Français et les tortures commises par comme vous le savez, l'armée de libération nationale algérienne. La guerre d'Algérie, comme toutes les guerres, n'a pas été une guerre propre. Il y a eu des exactions, il y a eu des drames. Ce que j'observe, c'est que c'est toujours la France qui doit s'excuser à tous les niveaux, et c'est jamais l'Algérie. On constate une gêne visible du journaliste qui interroge le député Julien Audoul face à l'exposé de faits historiques s'inscrivant à minima dans le registre du crime de masse et constitutif, en réalité, d'un véritable crime contre l'humanité. Cette gêne s'explique par le fait que l'histoire officielle de la présence française en Algérie et de la guerre d'Algérie, telle qu'elle est infligée aux Français depuis plusieurs décennies, n'a jamais évoqué ce massacre de masse et a au contraire passé son temps à laisser entendre que c'est la France,
et non le FLN algérien qui aurait été coupable de crimes contre l'humanité en Algérie. Il convient, pour bien le mesurer, de revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron formulées à ce sujet en 2017, alors qu'il n'était encore que candidat à l'élection présidentielle. Le jour où Emmanuel Macron a tenu ses propos sur la colonisation en Algérie. Retour le 15 février 2017. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. La colonisation française, un crime contre l'humanité. Les mots d'Emmanuel Macron sont forts sur ce sujet ancien et brûlant entre Paris et Alger. Ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Pour rappel, il est alors candidat à l'élection présidentielle. Au-delà de ce dérapage du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, en 2017, la propagande du régime d'Alger ne manque pas de relais d'influence. En France, notamment au sein de la gauche et de l'extrême gauche, pour accuser la colonisation française de crimes contre l'humanité. Non seulement avec des militants d'extrême gauche camouflés en historiens pour faire avancer l'agenda politique du régime d'Alger, comme Pascal Blanchard ou Benjamin Stora, mais également avec des chroniqueurs comme Karim Zeribi ou Jean-Michel Apathy. Afin d'interroger la pertinence de ces accusations contre la colonisation française en Algérie, écoutons donc ce qu'en pensent des historiens non militants, et qui étaient pour le coup de vrais spécialistes de l'Algérie, comme le regrettait Daniel Lefebvre. On condamne la colonisation a priori. C'est la colonisation française qu'on condamne. On ne condamne pas la colonisation arabe et la colonisation ottomane. Je pense qu'il faut effectivement faire l'inventaire de la présence française et de la guerre d'Algérie pour justement montrer la complexité des rapports qui se sont noués dans la durée entre la France et sa colonie, entre d'autre part les Français, les Algériens, les Berbères, etc. au cours de ces 130 années. La première remarque, c'est quand même quand on dit que toutes les infrastructures qui avaient été constituées n'ont servi qu'aux Européens, ça n'est pas exact. Si la population algérienne musulmane, comme on disait autrefois, a pu être multipliée par 3 entre 1830 et 1962, c'est quand même qu'on avait réussi par la colonisation, au temps de la colonisation, à faire casser ce plafond de verre qui bloquait la croissance démographique de la population de la régence d'Alger avec la succession de crises qu'on a connues, de crises frumentaires notamment et de maladies du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Si toute l'histoire de l'Institut Pasteur en Algérie, des médecins qui ont lutté contre le paludisme et contre des maladies, y compris dans les villes, mais aussi dans le bled, dans les campagnes, dans le Sahara, n'ont pas servi que... Je vous renvoie là-dessus au livre de Germaine Tillion, qui a bien montré que, certes, la colonisation a développé les infrastructures, en particulier pour les Français d'Algérie, qui n'étaient pas tous des colons. Les colons, c'est une très faible minorité. C'est moins de 10% de la population coloniale. Le reste, c'est des petits blancs, des petits fonctionnaires, des ouvriers, des employés, etc. Mais la colonisation a aussi développé des infrastructures qui ont été à la disposition des Algériens musulmans. Donc il ne faut pas caricaturer si on veut avancer sérieusement dans le débat, et il faut accepter ce droit d'inventaire qui ne fait pas la colonisation en noir ou en blanc, mais qui l'écrit, j'ai envie de dire, dans un dégradé de gris. Mais ceci étant, tout à l'heure vous aviez évoqué l'incompatibilité entre, au fond, les principes de la République et la colonisation. D'abord, je crois qu'il faut faire attention à ne pas avoir un regard anachronique. La colonisation a été un phénomène mondial qui a touché toutes les puissances européennes, mais aussi le Japon, les États-Unis, etc., et l'Empire ottoman. Donc, c'est une histoire partagée, quoi qu'on puisse en juger. Deuxième remarque, c'est vrai que la colonisation a maintenu ou aggravé certaines injustices. Mais il ne faut pas oublier que la régence d'Alger, quand les Français débarquent en juillet 1830, c'est une société esclavagiste. Il y a des esclaves européens, il y a des esclaves africains. C'est une société antisémite. Les Juifs sont réduits au statut infâme de dhimmi. Et c'est la colonisation française qui va supprimer ce statut et faire des Juifs en 1870 des citoyens de plein droit. Et c'est la colonisation qui a supprimé l'esclavage ou qui l'a combattu dans toutes ces colonies. C'est aussi la colonisation qui a initié, si je puis dire, avec toutes ses limites, le monde algérien, la population algérienne, à un certain nombre de libertés. Les libertés d'association, les libertés d'opinion, les libertés de réunion, et même le droit de vote. Et là-dessus, je vous renvoie
aux travaux, non pas d'un historien français, mais de Mohamed Arbi. Il est donc difficile d'accuser la France d'avoir voulu éradiquer la population algérienne d'origine, comme les colons américains ont pu le faire avec les Indiens d'Amérique, quand on constate, comme le décrit l'historien Daniel Lefebvre, que la population indigène en Algérie a été multipliée par 3 pendant la colonisation française, grâce notamment aux progrès médicaux apportés par la France. Concernant les apports de la colonisation française en Algérie, l'historien Bernard Lugan a eu également l'occasion d'enfoncer le clou, non sans humour, sur un plateau de radio, face à un auditeur d'origine algérienne recherchant visiblement à endosser le statut de victime de la colonisation française. Écoutons cet extrait particulièrement cocasse, tel que repris par le youtubeur Christopher Lans. Quelle était la situation de l'Algérie en 1830 ? Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule route carrossable, il n'y avait rien du tout. Donc tout a été construit par les Français. 220 hôpitaux, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Elles auraient été faites avec l'avancée et technologique et industrielle automatiquement et ça se fait naturellement. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur, bravo, monsieur, c'est certain. Non, mais le métal qui a été utilisé, par exemple, pour la Tour Eiffel, il provient d'où? Alors là, monsieur, l'affaire a été parfaitement bien étudiée, 97% vient du minerai lorrain. L'idée avancée par cet auditeur, recadrée par l'historien Bernard Lugan, selon laquelle la France aurait pillé, l'Algérie est toujours largement partagée par la population algérienne du fait de la propagande forcenée du régime d'Alger et de ses agents d'influence présents en France. Pourtant, cette idée ne résiste pas à l'examen des faits historiques, tels que les révèlent les travaux de l'économiste Jacques Marseille ou ceux de l'historien Daniel Lefebvre qui avait eu l'occasion de le rappeler face au ministre Jack Lang dans une émission de télévision. Bon, alors on va commencer avec vous, Daniel Lefebvre. Alors que le film Indigène fait un tabac dans les salles de cinéma en France, vous publiez un livre très documenté pour en finir avec la repentance coloniale. Vous dites non, la colonisation ne fut pas du tout ce que vous croyez. Par exemple, vous prétendez, chiffre à l'appui, que la colonisation a coûté très très cher à la France. Hein, que ce fut même, vous dites, une sorte de tonneau des Danaïdes. Oui, effectivement. Si on a bien des motifs économiques à l'origine de la colonisation parmi d'autres, ces espoirs ont été déçus. Et au total, la colonisation a coûté effectivement des sommes considérables aux contribuables français. C'est en gros cette fois le plan Marshall sur moins d'un siècle. Alors, vous dites que, par exemple, le solde colonial n'a été excédentaire avec la métropole qu'une année sur 3. Oui. C'est-à-dire que la métropole achetait tout plus cher aux colonies. On achète le caoutchouc, les phosphates, tout ça? Absolument, on achète tout plus cher, on a une structure de prix qui fait que la France paie à ses colonies des produits extrêmement chers. Et non seulement elle les paie cher, mais en plus elle fournit aux colonies une bonne partie des moyens nécessaires pour qu'ils puissent acheter les produits manufacturés français. C'est-à-dire, au lieu de les acheter ailleurs, elle privilégiait systématiquement les colonies qui fabriquaient souvent plus cher. Absolument. Alors, il y a un exemple que vous donnez, par exemple, en 1961, ce sont des chiffres officiels du ministère des Finances, la France achetait les produits algériens 68% plus cher que ce qu'elle aurait déboursé si elle s'était procuré les mêmes produits, c'est-à-dire des agrumes, des dattes, des primeurs, en Espagne ou bien en Italie. Ou du vin, surtout. Je veux dire, on achète, la première production qu'on achète à l'Algérie, c'est du vin, dont une bonne partie est distillée aux frais du contribuable, puisque le coût de distillation est plus élevé que le prix de vente de l'alcool qu'on en tire. Alors effectivement, c'est une étude qui est faite au moment où se dessine la perspective de l'indépendance de l'Algérie, et les hauts fonctionnaires du ministère des Finances essaient de faire un bilan coût-rapport. Et ce qu'ils constatent, eh bien, c'est qu'effectivement, l'Algérie coûte beaucoup plus qu'elle ne nous rapporte, pour reprendre les paroles du général de Gaulle. Pour mieux solder la question du bilan de la colonisation française, notamment en Algérie, écoutons donc les objections qu'a formulées Jack Lang, qui était alors président de l'Institut du monde arabe, et les réponses que lui apporte l'historien Daniel Lefebvre. Sans compter alors, effectivement, vous le rappeliez à l'instant, l'exploitation humaine, l'exploitation économique, la chair à canon. Le film Indigène, enfin, pose cette question qui malheureusement n'est toujours pas résolue.
de la honte que constitue l'inégalité de traitement entre les soldats français de la métropole et les soldats qui ont été arrachés à leur famille en Afrique, en Algérie ou ailleurs. Non, la colonisation a été une œuvre souvent inhumaine. Et aujourd'hui, notre devoir collectif, c'est en effet, comme vous le dites très justement, de le reconnaître et d'en tirer toute une série de conséquences en termes d'échanges, de coopération, d'accueil aussi. Et quand on voit de quelle manière les enfants ou les petits-enfants de ceux que nous avons exploités, de ceux que nous avons envoyés au casse-pipe, sont traités parfois aujourd'hui en France, ça soulève le cœur. Donc l'État doit s'excuser. Pas s'excuser, j'aime pas les mots comme vous, les mots excuses, les pleurnicheries. Non, il faut agir. Et en tout cas... Il faut agir, mais faire quoi alors? Il faut agir, je veux dire, bon, il faut, par exemple, de quelle manière, avec quel égoïsme, la France et les autres pays européens et l'Amérique ont, dans le cadre des négociations internationales de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ont mégoté à propos de l'agriculture. On sait très bien que les subventions agricoles versées par l'Union européenne et par les États-Unis apportent une concurrence sauvage aux productions agricoles africaines. Et finalement, ces négociations ont échoué en raison de l'égoïsme de la part des puissances occidentales. Deux remarques sur le discours humaniste que vous venez de tenir. D'abord, vous mêlez des choses exactes avec des erreurs. Quand vous parlez de chair à canon, je suis tout à fait désolé, mais que la France ait mobilisé des soldats coloniaux au cours de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine et même pendant la guerre d'Algérie, c'est exact. Est-ce que ces soldats ont servi de chair à canon? Je veux dire, ça fait 40 ans que les historiens ont fait litière de cette chanson. Le taux de mortalité des soldats coloniaux n'est pas supérieur, il est même parfois inférieur au taux de mortalité des soldats métropolitains. Donc chair à canon, non. Ou alors, tous les soldats des guerres ont été de la chair à canon. Et c'est vrai aussi bien pour la première... En 14-18, quand même, avec les Sénégalais, il s'est passé des choses, quand même. Non. Il y a eu... On les envoyait en premier pour nettoyer. Ça n'est pas vrai. Je veux dire, je renvoie à la très belle thèse de Marc Michel qui s'appelle L'appel à l'Afrique, les soldats africains dans la Première Guerre mondiale. Marc Michel a parfaitement établi qu'il n'y avait pas une surmortalité des soldats coloniaux. Et c'est la même chose, le film Indigène a permis de le préciser, c'est la même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Le taux de mortalité des soldats noirs africains est de 5% entre 1943 et mai 1945. Il est de 5% pour les tirailleurs maghrébins, ou les Goumiers, etc. Il est de 5,8% pour le total de l'armée française et il est de un peu plus de 8% pour les Français d'Afrique du Nord, ce qu'on appellerait aujourd'hui les pieds noirs. Donc le mot chair à canon, c'est encore une fois une idéologie totalement victimaire. Deuxièmement, monsieur le ministre, si vous me permettez, quand vous dites la mesquinerie au moment des négociations de l'OMC, je vous invite à réfléchir à un chiffre. Aujourd'hui, aucun État industrialisé n'arrive à atteindre les 0,7% de son PIB au profit des pays du tiers-monde, y compris la France quand vous étiez ministre. Y compris la France quand vous étiez ministre. Bien sûr. Et malgré toutes les déclarations... Comme vous savez, on y inclut les Antilles et les possessions actuelles de l'outre-mer. La France, du temps de l'Empire colonial, accordait 2,10% de son PIB à l'aide au développement de ses colonies. Donc 3 fois plus, à l'époque, que ce qu'on est incapable de fournir aujourd'hui à l'aide aux pays développés. Donc il faut faire attention, la colonisation n'est pas uniquement, je ne dis pas que ça peut l'être, mais n'est pas uniquement un égoïsme effréné et un appât du gain. Jack Lang. Oui, mais alors, il y a un point en tout cas sur la question, disons, de la chair à canon, d'abord le lien des Sénégalais ou le lien... Moi, je suis contre la guerre et contre les guerres, et notamment ces guerres monstrueuses que nous avons menées les uns les autres en 14-18 et après. Mais, on est contre la quand guerre, même, le lien à la nation, le lien à la nation n'était quand même pas le même que celui des Français d'ici. Et par ailleurs, quand même, la réponse à la question que vous posez, mais elle est dans cette inégalité des pensions versées aux uns et aux autres. Ça veut dire qu'il y a une justice à géométrie variable. On ne traite pas de la même manière un citoyen d'ici ou un citoyen du Sénégal, d'Algérie ou d'ailleurs. Jusqu'en 1946, l'égalité est réalisée en 1946 et elle est cristallisée en 1958 pour l'Indochine et en 1959 pour les autres pays, et notamment à la demande des anciens États colonisés devenus indépendants, parce que l'égalité de traitement des anciens combattants conduisait à une inflation générale de tous les traitements des fonctionnaires de ces pays.
Au final, puisque le bilan de la colonisation française de l'Algérie est largement défavorable à la France et favorable à l'Algérie, il reste aux agents d'influence du régime d'Alger, comme Jean-Michel Apathy et Benjamin Stora, la guerre de conquête coloniale à partir de 1830, ou la guerre d'Algérie jusqu'en 1962 pour tenter d'accuser l'armée française de crimes de masse contre la population algérienne. Le problème, c'est que Apathy comme Stora, dans leur volonté de dénoncer les exactions supposées de l'armée française lors de la conquête de l'Algérie, et dans leur exigence de réclamer que les rues au nom de Bugeaud, l'un des acteurs de la conquête de l'Algérie, soient rebaptisées au nom d'Abdelkader, qui s'était rebellé contre les Français, ont oublié de remettre ces événements dans leur contexte. L'application du droit de la guerre, à l'époque, n'était pas le même qu'aujourd'hui, et la grille de lecture morale anachronique des gauchistes Stora et Apathy ne s'applique étonnamment qu'au camp français. Ainsi, Benjamin Stora, en proposant de faire la promotion mémorielle du personnage d'Abdelkader, oublie de préciser que ce dernier possède un nombre de crimes de guerre à son actif qui ferait passer Bugeaud pour un enfant de cœur, notamment le massacre de tribus algériennes favorables à la France, comme celle des Benzettoun en janvier 1938, ou les nombreuses exactions commises contre des tribus de la Mitidja de 1837 à 1839, ou contre certaines fractions des Douer et Smela de 1839 à 1844. Bien entendu, il n'y a pas un mot non plus de Jean-Michel Apathy sur les crimes de guerre d'Abdelkader. Quant à la guerre d'Algérie, malheureusement pour nos deux contempteurs de la colonisation française, le seul massacre de masse sur l'ensemble d'un village qui pourrait être comparé à Oradour-sur-Glane, puisque cette comparaison plaît beaucoup à Jean-Michel Apathy, est le massacre de Melouza, qui a été commis par le FLN sur un village dont les habitants étaient favorables à la France, et non par l'armée française. 300 villageois y ont été exterminés par le FLN algérien. Au final, si la France a protégé la population algérienne de toute forme de crime contre l'humanité ou de génocide, pendant les 130 ans qu'a duré la présence française en Algérie, on ne peut pas dire que cette terre ait été épargnée en la matière au cours des siècles qui ont précédé la présence française. En effet, la colonisation arabo-musulmane de l'Algérie, qui a pris fin avec la régence d'Alger, s'inscrivait dans le système impérial ottoman dont l'Algérie a été libérée par la France en 1830 et était au cœur d'un double système esclavagiste, la traite barbaresque et la traite orientale, dite arabo-musulmane, que le journaliste Jean Quatremer a eu le mérite de bien replacer toutes deux dans le contexte général des différentes traites esclavagistes, lors d'une intervention sur un plateau de LCI, à l'occasion d'une résolution votée par l'ONU sur la traite transatlantique. Écoutons-le. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu d'autres types de traites négrières, comme on les appelle. D'abord, c'est une traite qui interroge le monde africain et arabo-musulman, qui est la traite orientale à destination de la péninsule arabique et la traite transsaharienne à destination du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle a duré, non pas 3 siècles, elle a duré 13 siècles exactement, du 7e au 20e siècle. Elle a fait entre 8 et 12 millions de victimes, à peu près. Ensuite, il y a une traite intra-africaine, c'est-à-dire entre les royaumes et les empires africains, où il y avait des razzias régulières. Là, on n'a pas de source écrite, David. Mais on pense que c'est plusieurs dizaines de millions d'Africains qui ont été soumis à l'esclavage par d'autres royaumes africains. Et il y a enfin la traite qui a eu lieu dans l'océan Indien, qui a commencé aussi au Xe siècle, à destination d'eux-mêmes de la péninsule arabique, et qui, à partir du XVIIe siècle, a bénéficié aussi aux colonies européennes dans l'océan Indien. Et là, on estime que elle a concerné près de 17 millions d'hommes, de femmes et d'enfants entre le Xe et le XIXe siècle. En plus, et ça je vais vous apprendre quelque chose sans doute, on oublie souvent dans ce tableau terrifiant les esclaves européens. Parce que pendant plus de 1000 ans, les Arabes et les Turcs ont fait des razzias, notamment dans les pays slaves, mais aussi sur les côtes italiennes, françaises et espagnoles, pour enlever des esclaves. Et ça a duré jusqu'au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, où le rapport de force s'est inversé en faveur des Européens, et on a pu mettre fin à cette traite. Et cette traite des Européens, elle a fait entre 5 et 10 millions de victimes. Entre 5 et 10 millions de victimes. 5 et 10 millions de victimes. Chiffre. C'est vrai. Alors c'était une traite aussi, c'est vrai, au sol, entre guillemets. On pense souvent, quand on dit ça, aux bateaux, aux pirates et aux bateaux. Corsaires, Barbaresques. Mais ça n'était donc qu'une partie, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Donc en fait, il faut voir que toutes ces traites sont des horreurs sans nom.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de nature entre la traite des esclaves européens, la traite transatlantique, la traite orientale. On a réduit des êtres humains à l'état de marchandises. On les a vendus, on les a prêtés. C'était de simples marchandises. En plus, ce qui me choque dans cette résolution, c'est qu'elle qualifie l'esclavage, et notamment la traite transatlantique, de racialisé. Et ça, c'est profondément choquant, puisque en l'occurrence, les esclaves ont été vendus par des Africains aux Européens et par des Africains aux Arabes. Elle n'est pas racialisée en ce sens-là, parce que l'Afrique, qui est un immense continent, a fourni des esclaves aux Européens et aux Arabes. Et enfin, je dois ajouter que l'historien sénégalais Tidiane Ndiaye a parlé de génocide voilé à propos de la traite orientale. Pourquoi ? Parce que il affirme, dans un livre remarquable, voilà, que l'on voit, le génocide voilé, que les esclaves enlevés par les Arabes, achetés par les Arabes, étaient systématiquement castrés à l'arrivée. Ou alors, d'autres historiens affirment qu'ils étaient totalement séparés, mais en tous les cas, il n'y a pas eu de descendance de cet esclavage dans les pays arabo-musulmans. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, vous avez 80 millions de descendants de la traite transatlantique. Dans les pays arabes, vous n'en avez quasiment aucun. Alors pourquoi, Jean, et c'est la conclusion, selon vous, l'ONU s'est focalisée sur cette traite-là ? Effectivement, on a oublié joyeusement donc les autres traites, sachant que par ailleurs, ces traites arabo-musulmanes ont fait deux fois plus de victimes que la traite transatlantique. La réponse, elle est simple. Sur les 193 membres de l'ONU, on compte 22 membres de la Ligue arabe, 57 membres de l'Organisation de coopération islamique et une cinquantaine de pays africains, ce qui fait à peu près 130 pays sur les 193. En clair, le Sud global est majoritaire à l'ONU. Le narratif du Sud global, c'est quoi ? C'est que seul l'Occident est criminel et seul le Sud est victime. Et c'est exactement ce gros mensonge que promeut cette résolution. Pour bien mesurer l'ampleur du système esclavagiste génocidaire au cœur duquel se trouvait la régence d'Alger, avant que la conquête coloniale française ne libère l'Algérie de l'emprise ottomane, il convient d'écouter également, à ce sujet, l'historien Tidiane Ndiaye, auteur de travaux de référence sur l'esclavagisme arabo-musulman. Quand j'ai lu votre livre, j'ai eu l'impression que le titre était un peu faible. Oui, faible dans l'espace et dans le temps, surtout, puisqu'on a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Bon, mais si la traite transatlantique a été qualifiée et reconnue à juste titre comme un crime contre l'humanité, ce qu'il faut dire, c'est que celle pratiquée par les arabo-musulmans fut un véritable génocide. Parce que le sort qui était réservé, en fait, aux captifs africains apparaît aujourd'hui avec le recul comme une sorte d'extinction ethnique à terme, mais programmée par castration massive. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont pratiquement tous disparu, en dépit des masses énormes d'Africains déportés dans les pays arabo-musulmans. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser le terme de génocide. Parce que si vous avez 17 millions de déportés, et que par la castration massive, vous n'avez qu'une minorité de Noirs qui réussit à survivre en terre d'islam, alors que de l'autre côté, je parle de la traite transatlantique, vous avez aujourd'hui 70 millions d'individus qui sont descendants ou métis d'Africains qui peuplent le continent américain, des États-Unis jusqu'au Brésil, passant par les îles de la Caraïbe, alors que dans les pays arabo-musulmans, on n'en trouve plus trace. Alors vous dites d'ailleurs, qu'il serait grand temps que la génocidaire traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat au même titre que la ponction transatlantique, parce que ça c'est un pan de l'histoire qui est quoi, méconnu, caché volontairement, occulté, qui a été volontairement, c'est sûr, et cette amnésie volontaire de la part des élites noires sur la question peut s'expliquer par le fait que beaucoup de chercheurs ont encore du mal à passer d'une vision mémorielle affective de cette histoire, évidemment pour des questions de solidarité religieuse, c'est évident, à une approche distanciée et scientifique d'une histoire qui ne traite que des faits avérés. C'est ce que j'ai voulu faire. Alors personnellement, j'ai dû croiser des variables comme les témoignages directs d'explorateurs comme Livingstone, comme Stanley ou Monseigneur Lavigerie, sans oublier aussi les témoignages directs des marchands arabes qui opéraient à partir des centres de fabrication de nuques. Et j'ai dû croiser toutes ces variables avec des travaux beaucoup plus récents d'un historien américain que vous connaissez bien, mon confrère Ralph Austin. Et il faut dire que le bilan est terrible, le bilan est terrifiant. Rien que pour le Sahara, on peut évaluer que 9 millions
de captifs ont dû être transportés dans des conditions inhumaines. Et dont 2 millions ont péri ou alors sont restés en bordure du désert. Alors pour ce qui est de ce qu'on appelle la traite orientale, qui s'est déroulée dans les régions proches de la mer Rouge et de l'océan Indien, on évalue environ à 8 millions le nombre de victimes. Donc le bilan est lourd, puisque globalement, on arrive à un chiffre effrayant de 17 millions de morts, de déportés ou de castrés par les Arabes. C'est donc un génocide. Vous le dites d'ailleurs, vous dites on va pas faire un hit parade de ceux qui ont été les pires, mais vous, enfin, je résume. Disons qu'il n'y a pas de degré dans l'horreur, ni de monopole de la souffrance, mais la page devrait être écrite. Vous dites que pour l'Afrique noire, la traite arabo-musulmane a été bien plus dévastateur que la traite transatlantique. Oui, puisque si l'on se fie aux statistiques de Philippe Austin, on arrive environ entre une fourchette de 9,6 millions à 11 millions de déportés arrivés à bon port. Nous savons ce que sont les dégâts collatéraux, à savoir que pour un déporté arrivé à bon port, il y eut 3 morts, soit des guerres d'approvisionnement, de l'incendie des villages, des greniers et des épidémies qui ont suivi. Alors que pour la traite transatlantique, dès le début, il y avait un climat qui permettait, si vous voulez, ce racisme et cette volonté d'éliminer un peuple. Parce que vous avez des érudits arabes comme Ibn Khaldoun, qui était le savant arabe le plus célèbre du XIVe siècle. Eh bien, cet homme avançait l'idée selon laquelle les Noirs appartiennent au peuple à caractère bestial. Il les traitait d'ailleurs de sous-hommes et d'anthropophages. Alors, il prétendait que les seuls peuples qui étaient adaptés à l'esclavage étaient les nègres en raison d'un degré inférieur d'humanité et que leur place était plus proche du stade animal. Alors, devant ces inepties, il faut dire qu'aucune voix sérieuse dans le monde arabe ne s'est levée pour défendre la cause des Noirs. Parce qu'à l'inverse des philosophes de l'époque des Lumières en Europe, il faut dire que dans le monde arabe, dans leur quasi-totalité, les intellectuels étaient marginalisés sur la question. Ils avaient donc abdiqué face aux obscurantistes et autres doctrinaires de la foi. Évidemment, dans un tel contexte, l'opinion de Ibn Khaldoun et d'autres penseurs de la même mouvance faisait autorité et finissait même par être adoptée par la plupart des nations arabo-musulmanes. Ce qui explique donc que les traitements inhumains et la mutilation généralisée des captifs étaient acceptés. Et ce qui explique aujourd'hui que le résultat est qu'ils ont disparu en Turquie, en Iran, au Yémen, et j'ai pu vérifier qu'on en trouvait très peu en Arabie Saoudite et en Afrique du Nord. Et on voit aujourd'hui encore ce génocide, il faut surtout ne pas trop en parler, et surtout il ne faut pas choquer le monde musulman, le monde du pétrole. Je pense que l'approche scientifique objective consiste à ne pas traiter l'histoire de deux manières. On a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Vous, c'est ça que vous voulez, hein, vous dites, ce que vous voulez dire, c'est que il y a eu la traite, qu'elle soit transatlantique ou qu'elle soit celle-là qui a été pire. Qu'elle soit arabo-musulmane. Voilà, donc il faut mettre les deux calamités sur le même, tout en gardant présent dans l'esprit que les premières victimes de cette calamité furent d'abord les Slaves, que les Marseillais et les Vénitiens allaient raser dans les territoires d'Europe centrale et orientale pour les vendre dans le monde arabo-musulman. Comme on sait, ça a duré toute l'époque carolingienne sous les monarques saxons Henri l'Oiseleur et Othon Ier. Il a fallu l'émergence d'États européens puissants dans l'Europe de l'Ouest et puis l'arrêt de l'expansion islamique aux Pyrénées pour que ça s'arrête. En fait, la traite arabo-musulmane, la traite négrière arabo-musulmane n'était que le prolongement d'une autre traite transeuropéenne. Donc toutes les victimes doivent être dénoncées, mais toutes les traites aussi au même niveau. Concernant la traite barbaresque et le rôle spécifique joué par la Régence d'Alger jusqu'à la libération d'Alger par la France, en 1830, écoutons la synthèse remarquable effectuée par le youtubeur et essayiste Xavier Macanta dans cet extrait d'une vidéo intitulée « L'histoire cachée de la traite barbaresque », vers laquelle vous trouverez un lien en commentaire. Cornouailles. Entre 1530 et 1780, les estimations oscillent entre 1 million et 1 250 000 esclaves européens capturés. Les captifs sont vendus dans des bagnots, les marchés d'esclaves de Alger, soit le plus grand, Tripoli, Tunis, Tétouan ou encore Salé au Maroc. Les registres algériens montrent qu'en 1620, Alger compte 20 000 à 25 000 esclaves européens, un chiffre énorme pour une ville qui compte à l'époque à peu près 100 000 habitants. Les captifs sont tirés, il y a les rameurs des galères,
les maçons charpentiers, les domestiques, les femmes pour les harems et les maisons, et les renégats, les Européens convertis de force ou volontairement à l'islam, qui seront utilisés comme étant des soldats. Un esclave espagnol ou un italien peut valoir entre 100 à 500 piastres. Un charpentier, 800 à 1000 piastres. Une femme jeune, beaucoup plus. Les ordres religieux, trinitaires fondés en 1198 et mercédiaires en 1218 collectent des rançons. Certains captifs attendent 10, 20, parfois 30 ans avant d'être pleinement libérés. Et parmi eux, beaucoup ne reviennent jamais. Il faut savoir que dans ces moments de captivité, les peuples européens ne sont pas restés impuissants. Ils ont essayé à plusieurs reprises de se révolter pour aller chercher leurs frères qui avaient été tenus en captivité par quelques pays d'Afrique du Nord. Les Européens tentent à plusieurs reprises de briser ce système. En 1541, l'empereur Charles V d'Espagne attaque Alger. Il y a une catastrophe qui va être donc engendrée puisque 150 navires sont détruits, causant la mort de 12 000 personnes. En 1571, il y a la bataille de Lépante, la Sainte Ligue, Espagne, Venise, États pontificaux, qui écrase la flotte ottomane, mais Alger, autonome, continue les razzias. Entre 1600 et 1700, les chevaliers de Malte capturent près de 18 000 corsaires musulmans, mais cela ne suffit pas. La plupart des puissances européennes préfèrent payer tribut et accords plutôt que d'affronter directement les barbaresques, ce qui fait de l'Afrique du Nord une puissance maritime redoutée. À la fin du XVIIIe siècle, un nouvel acteur arrive sur la scène, les États-Unis d'Amérique. Avant 1776, leurs navires étaient protégés par la flotte britannique. Après l'indépendance, ils deviennent vulnérables. En 1785, Alger capture 2 navires américains, le Maria et le Dauphin. La rançon exigée est immense, le Congrès refuse. En 1794, les Américains créent la US Navy spécialement pour combattre les barbaresques. Entre 1801 et 1805, il y a la première guerre barbaresque contre Tripoli. Le héros américain Stephen Decatur brûle la frégate capturée USS Philadelphia en plein port ennemi. En 1815, il y a la deuxième guerre barbaresque, les États-Unis battent Alger et imposent la fin des tribus. C'est la première victoire occidentale totale contre les régences barbaresques. Le 27 août 1816, la Royal Navy, dirigée par Lord Exmouth, bombarde Alger et l'objectif est clair, c'est de libérer les captifs européens. Le bilan de cela, c'est qu'il y a des fortifications qui seront rasées, il y a une flotte détruite et 3000 esclaves européens libérés. Mais les razzias ne cessent pas complètement. Il faudra attendre 1830 lorsque la France envahira Alger sous le règne de Charles X pour que le système esclavagiste barbaresque s'effondre complètement. Et c'est enfin la fin de 1000 ans de traite européenne. Ainsi, on peut dire que la libération d'Alger par la France, en 1830, met fin à un système de plus de 1000 ans de crimes contre l'humanité, au cœur duquel se trouvait le territoire algérien. C'est à partir de cette date que commence la colonisation de l'Algérie. Contrairement au mythe colporté par le régime actuel d'Alger et ses agents d'influence présents sur le sol français, la colonisation de peuplement ne s'est pas accompagnée de la confiscation massive de terres fertiles aux populations autochtones. Comme en témoigne cet extrait d'un remarquable documentaire en 3 volets, diffusé par France 3 sur les Pieds Noirs, les premiers Européens venus en Algérie ont acquis des terres totalement incultes et ont payé un prix humain très fort pour les rendre cultivables avant qu'elles soient rachetées par d'autres propriétaires, qui étaient parfois des propriétaires autochtones qui rachetaient les anciennes terres incultes qu'ils avaient initialement vendues, une fois que les Pieds Noirs les avaient fertilisées et rendues cultivables à la sueur de leur front. Il fallait être un peu fou pour aller là-bas. Un peu fou, pourquoi? Parce que c'est un pays qui n'était pas, contrairement à ce qu'on a dit vraiment, très riche, relativement sec, il pleut assez peu. Il y avait très peu de terres qui étaient effectivement cultivées, très peu. Il y avait des marécages. Hein. Il a fallu assainir tout ça, drainer. Autrement, c'était inculte. Si ça n'avait pas été drainé, on ne pouvait pas cultiver. Arrivé là, 6 mois après, il ne restait plus un enfant. Et tous morts des fièvres.
la malaria, il y avait le paludisme, il y avait énormément de maladies. Ça a vraiment été pour eux faire du défrichage. Les types crèvent de tous les côtés, ils n'ont pas d'eau. On les met sur des terres de pacage. L'Algérie, c'est une zone de pacage. Quand on leur file des putains de terres, mais pas possible. Des marécages comme à Boufarik, pas croyable, ils crèvent tous comme des mouches. On peut regarder ça à l'état civil. Le nombre de morts, c'est incroyable. Bon, alors... certains ont réussi, d'autres n'ont pas bien réussi. La majorité n'a pas très bien réussi. Il ne faut pas oublier aussi qu'à partir d'un moment, les propriétaires arabes se remettent à acheter les petites propriétés qu'ils ont vendues. Les terres appartenant aux Français en Algérie étaient de l'ordre de 30 à 35% de la surface. Le reste était resté la propriété soit domaniale, soit arabe. Mais beaucoup d'Arabes avaient de très gros domaines qu'ils louaient à des agriculteurs français. Et en fait, les grands propriétaires, les grands agriculteurs, c'est à partir des années 1880 que viennent des gens qui ont eux-mêmes de l'argent. Ils viennent plus, eux, pour la colonisation. Ils viennent simplement parce qu'ils ont déjà l'argent, ils en souhaitent plus. C'est précisément contre les descendants de ces pionniers qui ont payé un lourd prix humain pour défricher toutes les terres aujourd'hui cultivables en Algérie que se sont déchaînés les crimes contre l'humanité, du FLN à partir de 1962, dès que l'indépendance a été accordée à l'Algérie par la France lors des accords d'Évian, malgré la victoire militaire totale que l'armée française avait obtenue sur le FLN lors de la guerre d'Algérie. Le massacre d'Oran, au sujet duquel nous avons introduit cette vidéo, s'inscrit en effet dans un continuum de crimes perpétrés par le FLN dès le lendemain de l'indépendance, que l'historien Jean-Jacques Jordi a remarquablement documenté dans un ouvrage intitulé « Un silence d'État ». Il s'agit de l'organisation des disparitions forcées de pieds noirs, hommes, femmes et enfants, par le FLN, à partir du printemps 1962. Comme l'indique l'historien Jean-Jacques Jordi sur la 4e page de couverture de son ouvrage, il y a eu beaucoup plus d'Européens enlevés et dont nous n'avons aujourd'hui aucune trace après les accords d'Évian et après l'indépendance de l'Algérie qu'en pleine guerre. Le FLN et l'ALN ont été les principaux acteurs de ces disparitions. À aucun moment leurs dirigeants n'ont désavoué ces pratiques. Or, ces pratiques, que sont les disparitions forcées qui ont précédé et suivi le massacre d'Oran, au cours duquel plusieurs centaines de pieds noirs ont été exterminés en une seule journée, s'inscrivent pleinement dans le registre du crime contre l'humanité, tel que le définit le statut de Rome instaurant la Cour pénale internationale dont la France est signataire. L'Algérie est pour sa part également signataire du statut de Rome, mais ne l'a jamais ratifié, contrairement à la France. Et on comprend pourquoi, à la lecture de son contenu. En effet, les disparitions forcées qui ont été organisées par le FLN contre plusieurs milliers de civils européens à partir de 1962 et le massacre d'Oran sont pleinement constitutifs de la définition du crime contre l'humanité tel que prévu par le statut de Rome. À ce titre, même si l'Algérie a signé mais n'a pas ratifié ce traité qui la conduirait à devoir immédiatement traduire certains de ces soi-disant glorieux martyrs de la Révolution, encore vivants devant la Cour pénale internationale, la France, elle, a bien ratifié ce traité. Compte tenu de ce que révèlent les travaux de recherche remarquables effectués par l'historien Jean-Jacques Jordi, les autorités françaises devraient normalement se saisir de ce dossier pour diligenter des enquêtes afin d'identifier les acteurs du FLN, encore vivants, qui auraient participé au massacre d'Oran ou aux disparitions forcées, et les traduire devant la CPI. Pour mieux le mesurer, écoutons le récit accablant rapporté par l'historien Jean-Jacques Jordi à ce sujet dans un documentaire intitulé « Les disparus » qui a été diffusé par France 3 et vers lequel vous trouverez un lien en commentaire. Or, il se trouve que du 19 mars jusqu'au 5 juillet 62, on a près de 600, plus de 600 d'ailleurs, personnes qui sont disparues. Donc on se dit, c'est un peu bizarre parce que on a en quelques semaines, en 3 mois, le double de ce qu'on a eu pendant 6 ans. Il faut se représenter ce que c'est qu'un enlèvement. C'est un commando qui va enlever quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes. Il faut une voiture un peu grande.
il faut immobiliser la personne. Bien entendu, les gens qui font ça sont armés. Ils ne se servent pas de leurs armes, parce que c'est le terrorisme silencieux. Étant donné que le FLN a signé les accords d'Évian, il ne s'agit pas de reprendre les attentats au revolver. Donc, on ne se sert pas d'armes à feu, mais on enlève. Donc, techniquement, on n'a pas violé le cessez-le-feu. Une personne qui va dans les champs, qui va faire une récolte, elle rentre plus le soir. Une personne qui part en vélo pour aller travailler, on va peut-être retrouver le vélo, mais elle, on ne le retrouvera pas. Des gens viennent, le soir, la nuit, frappent à la porte, vous ouvrez, prennent tous les gens, les emmènent et disparaissent dans la nuit, dont on n'a plus aucune nouvelle. Dans un immeuble, on enlève une personne qui est au 3e étage. Mais pourquoi pas le 2e, pourquoi pas le 4e? Et si demain c'est le 4e? Et si demain c'est nous parce qu'on est au second? Ça crée un sentiment vraiment de malaise et de peur. Mais de peur intime. Ainsi, dès le lendemain de la signature des accords d'Évian, le 19 mars 1962, et jusqu'à la veille du massacre d'Oran du 5 juillet 1962, ce sont plus de 600 civils pieds noirs qui ont déjà été enlevés par le FLN, alors que la guerre d'Algérie est officiellement finie. C'est donc une politique d'épuration ethnique que le FLN met clairement en place dès le début du processus de mise en œuvre de l'indépendance, pour renouer avec les grands crimes contre l'humanité auxquels la colonisation française avait mis fin depuis 1830 sur la terre d'Algérie. Le caractère organisé et coordonné de ces opérations, qui est un autre élément constitutif du crime contre l'humanité, ne fait aucun doute compte tenu des nombreux renseignements dont les archives militaires françaises regorgent à ce sujet. Les archives regorgent de notes prouvant que les autorités françaises sont au courant de chacune des exactions. Je vous dis très nettement que l'armée savait tout. Le service du 2e bureau fonctionne très bien. Ces services de renseignement français sont remarquables. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'armée fait remonter des centaines et des centaines de rapports sur tout ce qui se passe. Et donc, il y a des fiches interminables dans les archives, il y a des dossiers énormes sur les enlèvements. Des enlèvements dont certains sont le fait de bandits et n'ont d'autre but que de récupérer un bien. Une voiture, un appartement. Mais l'armée française découvre très vite que la plupart de ces enlèvements sont des actions extrêmement bien organisées et donc certainement inscrites dans une stratégie. Pour la ville d'Alger, il y a 44 enlèvements d'Européens au mois d'avril. Il y en a 273 au mois de mai. C'est donc une explosion des enlèvements. Alors, ce qui est tout à fait remarquable dans ce phénomène, c'est qu'il se déclenche le 17 avril à Alger, dans la Mitidja, c'est-à-dire dans la campagne, dans les communes de la campagne environnante de l'Algérois. Il se déclenche à Oran, le même jour, et également dans la campagne oranienne. C'est donc, on est obligé de penser qu'il y a un mot d'ordre central. Cela est très tôt signalé en haut lieu. Ce courrier, qui date du 21 mai 1962, est adressé par le général Fourquet, nouveau commandant supérieur des forces armées en Algérie, à Christian Fouchet, le représentant du gouvernement français à Alger. Sous prétexte d'une lutte anti-OAS, ces enlèvements dévoilent en fait un plan concerté du Front de Libération Nationale qui s'en prend a priori à toutes les catégories de la population européenne. Hommes jeunes, vieux, femmes, très jeunes gens. Le but, c'est de faire partir des Européens. Et la terreur est le bon moyen pour faire en sorte que ces Européens partent. Mais on peut imaginer intellectuellement le fait de se mettre à la place des autorités algériennes et de dire il y a trop de Français, il faut leur faire peur pour qu'ils partent. À mon avis, le fond de l'affaire, c'est ça. Il faut leur faire peur pour qu'ils partent et qu'ils nous débarrassent. Il y en a trop.
Il y en a. Et mettez-vous un instant du côté algérien. Il est évident que si vous faites partie des Français, vous récupérez beaucoup de choses. Vous récupérez des terres, vous récupérez des appartements, vous récupérez des biens mobiliers, vous récupérez des tas de choses. Or, précisément, vous êtes dans le... Vous êtes, si j'ose dire, vous êtes dans le bon chemin. Autrement dit, les autorités elles-mêmes dont vous dépendez vous encouragent à vous conduire comme ça. C'est tout. Grâce à ces informateurs musulmans et à quelques arrestations ciblées, l'armée recueille nombre de renseignements sur le sort des Européens enlevés. Suite interrogatoire, la personne appréhendée a reconnu plusieurs assassinats d'Européens à Victor Hugo, Petit Lac, au cours des 15 derniers jours. Il y aurait encore une vingtaine d'Européens prisonniers, détenus à l'école de la rue Guelma et au 23 rue du Général Brossard à Victor Hugo. Les services de renseignement de l'armée font des enquêtes poussées. Les informations sont vérifiées, recoupées. Mais jusqu'à avoir un degré de précision qui donne, par exemple, le nom de tous les lieux où des Européens sont séquestrés, subissent des tortures, quitte à avoir aussi des plans de certaines maisons extrêmement détaillés où on montre bien la salle où les tortures sont pratiquées. Il y a une maison de la Casbah, dans la basse Casbah, où on dit qu'il y a des Européens qui sont détenus là, des gens enlevés. Ils sont égorgés à intervalles réguliers. On sait où, on connaît l'adresse, on connaît le... Ce qui est quand même assez particulier, c'est que toutes ces archives remontent. C'est-à-dire que ce sont des archives qui émanent soit des lieutenants, des capitaines, des informateurs, parce qu'ils ont tous des informateurs musulmans. Ça remonte, ça remonte dans la hiérarchie, et ça remonte jusqu'au commissaire de la République, hein, jusqu'à Fouché, mais ça remonte jusqu'au ministère de la Défense, et ça remonte jusqu'au secrétariat général à l'Élysée, et jusqu'à De Gaulle. Et donc, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. En stricte application des accords d'Évian, l'armée française, encore présente sur place, reçoit systématiquement l'ordre de ne pas intervenir face à ces cas d'enlèvement par un pouvoir gaulliste qui refuse de voir le processus génocidaire qui se met discrètement en place en Algérie à l'initiative du FLN. À chaque heure, on avait les renseignements sur les enlèvements qui se faisaient, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, mais rien. Vous ne bougez pas. Ordre supérieur, vous ne bougez pas. C'est simple. Et je vous dis, on constate tous les jours, des enlèvements, puisqu'on appelait ça des enlèvements, et on ne fait rien parce qu'on nous a demandé de rester les bras croisés. Il y a véritablement dans les archives des histoires incroyables. Il y a Félix Cross qui est là et qui se fait enlever sous les yeux d'une patrouille française. Mais complètement enlevé, hein, par un commando du FLN. Et il y a quand même des personnes qui sont là, des passants, hein, et qui vont voir cette patrouille, qui leur disent « Mais attendez... vous venez pas de voir comme nous, on vient d'enlever une personne, vous faites rien. » Et le responsable du groupe de l'armée française dit « Mais nous avons ordre de ne pas intervenir, nous ne pouvons rien faire. » Et en fait, on va retrouver quelques jours plus tard Félix Cross assassiné, enfin, un peu plus loin, fusillé un peu plus loin. Et le FLN s'est rapidement rendu compte que nous restions enfermés, qu'on ne sortait pas, que nous n'avions pas d'armes, et que par conséquent, ils agissaient comme ça, à leur gré. Il n'était pas question de faire appel à l'armée à ce moment-là. Hein.
L'armée était sous les ordres du général et on sait très bien quels étaient les sentiments politiques de l'armée, je les passe, mais l'action de l'armée était aux ordres du président de la République. La hantise du général de Gaulle, enfin sa hantise, en tout cas ce qu'il répétait souvent, c'était « on ne va pas refaire la guerre d'Algérie ». Donc, prendre une posture trop radicale à l'égard de l'Algérie, c'était, d'une part, ne pas respecter les accords d'Évian que nous avons signés. Et pour le général de Gaulle, la parole et la signature de la France doivent être respectées. On applique les accords d'Évian. Les autres, ils se débrouillent. Ils seraient sûrement sortis de leur caserne. Sûrement, ils auraient fait des enquêtes. Sûrement, même, ils auraient découvert des choses. Mais ils avaient reçu interdiction de s'en occuper. C'est donc dans ce contexte général que survient, le 5 juillet 1962, alors que le processus des accords d'Évian est arrivé à son terme et que l'Algérie est désormais officiellement indépendante, le massacre de masse d'Oran. En voici le récit. Et à un certain moment, on s'est rendu compte qu'on se faisait tirer dessus. Mais alors c'était assez impressionnant parce que d'abord je n'avais pas cru, je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais on se faisait tirer dessus à la mitrailleuse lourde. C'était à la 12-7, c'était très impressionnant, on voyait des morceaux qui partaient dans tous les sens. Et donc il y a des gens qui se font agresser donc, sur la place d'Armes même, assommés, égorgés, lynchés. Donc il y aura de nombreux morts ce jour-là. Mais il y a aussi beaucoup d'enlèvements. Les forces de l'ordre musulmanes opèrent des centaines d'arrestations indifféremment auprès de leurs coreligionnaires ou des Européens. Ils allaient chercher des gens qui s'étaient réfugiés dans les endroits les plus incongrus. Parfois, il y avait un s'était réfugié dans une boucherie. On a vu une bonne quinzaine de personnes qui étaient littéralement entassées dans une petite boucherie dont ils avaient tiré. Il y avait les grilles étaient fermées. Il y avait ce rideau de boucher, le rideau de boucher qui fermait là, mais ils étaient derrière cela. Ils se cachaient, mais ils parlaient un peu fort. Et là, ils avaient été sortis visiblement à coup de crosse, pas très gentiment. C'était très extraordinaire. On les voyait passer. Ils ne réclamaient rien, ils ne disaient rien, ils étaient silencieux. Ils marchaient en cortège, mais silencieusement. Ils ne parlaient pas entre eux. Certains avaient les mains derrière la nuque, c'est exact. D'autres les avaient le long du corps, mais c'était très étrange. C'était très étrange. On ne savait pas du tout ce qui se passait. On ne savait pas si on les accompagnait quelque part. On ne savait pas. On était dans l'ignorance la plus totale à ce moment-là. Le témoignage qui suit a été recueilli par un délégué de la Croix-Rouge internationale en 1963. Une jeune femme algérienne raconte par le menu sa journée du 5 juillet. Un document rare, oublié et pourtant capital pour comprendre ce qui était devenu ce jour-là. Dans les sorties, on voyait plein de klaxons, des voitures. Et puis, ensuite, on est passé vers la mur. Alors c'était une horreur à voir, il y avait plein de sang dans toutes les rues. Et puis tout d'un coup on entend les klaxons derrière nous, et puis des hommes armés quoi. Et dedans il y avait des Européens qui prenaient partout. Alors on est passé près des bâtiments de la mur, et on a vu un militaire là qui était contre le mur, il avait les bras en l'air, on était en train de fouiller. Et puis ensuite il y a un qui vient en courant et qui lui donne un coup de poignard. Il l'a poignardé. Et puis après, un autre, il a tiré 2 balles et il est tombé. Alors ensuite, ils ont tiré des pieds, ils l'ont donné à une bonne femme, je ne sais pas ce qu'elle voulait en faire. Elle avait un grand couteau, là. Puis on a continué, on est passé près de Victor Hugo. Il y avait aussi plein de gens, là, tout autour. Et ils apportaient les Européens, ils les plaçaient, ils les faisaient courir, et ils leur tiraient dessus. Face au mur, on devait être à peu près une cinquantaine. On était très serrés. Et il tapait à coups de crosse de masse 36 sur la tête des gens et dans la colonne vertébrale des gens. Et quand ils étaient à terre, ils en ont tué à peu près 3. Moi, j'ai pris un corps sur moi et il a eu l'arme qui s'est enrayée. Et il avait une MAT 49. Et il a pris un fusil de chasse. Et j'avais le corps sur moi et il a tiré à la chevrotine. Mais s'il avait eu la MAT 49, je la prenais. Et les femmes sortaient, me disaient, mais t'es fou.
mais tu vas te faire tuer. Les Arabes, ils disent, les Arabes arrivent. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les Arabes? Mais il dit, ils vont tuer les Européens. Je dis, vous êtes malades? Pourquoi? Il dit, la paix. Il dit, c'était hier, c'était avant-hier, le 4. Et alors, il dit, non, fais attention. Il dit, non, tu restes pas, il faut que tu partes. Et alors, elles sont montées en voiture avec moi, se sont voilées pour passer. Autrement, les gens me diraient, j'ai eu deux coups de fusil. Ce sont des femmes algériennes. C'est des femmes algériennes qui m'ont sauvé, oui. Autrement, je me faisais fusiller. Des camions entiers d'Européens qui sont raflés, qui sont emmenés au Petit Lac, ce qu'on appelle au Petit Lac, à Oran, qui est un quartier musulman, et qui sont liquidés, fusillés ou lynchés sur place, et qui sont enterrés dans le Petit Lac. Mais où était l'armée française pendant ces massacres? Les différentes compagnies assistent depuis leur caserne à cette chasse à l'Européen et en informent leur commandement tout au long de la journée. 100 Européens enlevés place Foch par ALN, emmenés vers Ville-Nouvelle. Place Foch, un Européen tué en employés civils PTT en danger. Femmes et enfants européens réfugiés au bureau de la employés civils palais de justice en danger. Les patrouilles FLN contrôlent des Européens. Demandons autorisation d'intervention. Ils subissent des sévices. Appel au secours. Des familles européennes habitant quartier Cinéma Rex seraient amenées par la multiplication tentative d'enlèvement d'Européens. Blessés, boulevard Mars. Force locale et ALN pillent immeubles européens. Des musulmans tirent sur tous les Européens. Européens lynchés à 12h, boulevard Paul Doumer, récupérés. Barrage FLN, des Européens arrêtés et demandons autorisation d'intervention. Appel au secours. Malgré ces demandes d'intervention, les instructions sont très claires. On ne bouge pas. Les troupes restent consignées. Certains militaires vont pourtant désobéir aux ordres. Des membres de l'armée vont réagir parce que devant ces massacres, ils sont obligés d'intervenir. Ils se sentent dans l'obligation d'intervenir, d'autant qu'ils sont eux-mêmes pris à partie. Et c'est par exemple autour de la gare où le lieutenant Rabat Khelif va décider d'intervenir et va tirer, va demander à ses hommes de tirer pour sauver une population européenne qui est prise à partie et qu'on est en train de liquider. Hein. L'armée, en même temps, globalement, son commandement a perdu son honneur, et en même temps, son honneur a été un petit peu sauvé par des initiatives individuelles, lesquelles ont été parfois condamnées. Ce jour-là, le lieutenant Rabat Khelif interviendra 3 fois. Il sera convoqué quelques jours plus tard par le général Katz, commandant en chef de l'armée française à Oran, et dont émane l'ordre de ne pas bouger. Katz lui dira « Si vous n'aviez pas été musulman, je vous aurais cassé. » La position du général Katz, elle n'est pas ambiguë. On a voulu dire souvent qu'il avait fait ce qu'il avait pu, qu'il avait reçu des ordres, et puis dans son livre, un peu livre mémoire, livre témoignage, qu'il écrit presque 30 ans après l'événement, il essaye de se dédouaner de tout, en disant, 1, qu'il n'était pas tellement au courant de ce qui s'est passé, 2, qu'il n'y avait pas eu autant de morts que ça, que 3, au Petit Lac, par exemple. L'odeur qui venait de ce Petit Lac, c'était parce que franchement, les poubelles, enfin les éboueurs n'étaient pas passés et qu'il y avait un amoncellement de poubelles et que l'odeur venait de là. Alors on est parti près de chez moi, au Petit Lac. Là, c'est une rue juste près de la Septra où j'habite. Il y avait plein de voitures, il y avait plein de monde avec armés de haches, de couteaux, d'armes. Ils tuaient tout le monde, ils laissaient personne, ils les mettaient en tas. Ils les mettaient en tas. En tas? Oui. Alors il y avait un tracteur là, c'est pas une machine là qui venait du cimetière américain là. Il sortait une route et puis qui venait écraser le tas. Et puis d'autres jetaient de l'essence et les brûlaient. Et puis après, où ça s'ouvre? Dans la Septra. À la Septra, oui. Et il y avait même des corps qu'on apportait de je sais pas où, on les tuait et ils les apportaient comme ça, comme des autos de boucherie là, plein de sang et tout ça, et ils les jetaient par terre. Et puis, il y en a d'autres qui jetaient de l'essence et les brûlaient. Alors à la fin, il ne restait plus rien, il ne restait que des os, des dents cassées de tous les endroits, puis il y avait plein du sang tout partout. Et puis, il y avait l'hélicoptère qui tournait tout autour. Katz a eu en main des documents qu'il a parfois même signés, hein,
Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il était au courant de tout ce qui se passait. Il a reçu tous les télégrammes. Donc, il savait minute après minute ce qui se passait, où ça se passait et comment ça se passait. Ça, il a eu. Il envoie même des hélicoptères faire ce qu'on appelle des RAV, des reconnaissances à vue, pour savoir ce qui se passe. Donc, il sait très bien qu'au Petit Lac, c'est pas les poubelles, mais c'est l'amoncellement de cadavres déjà qui donne cette odeur-là. Selon les dernières recherches, quelque chose comme autour de 350 personnes assassinées. Et auxquelles il faut ajouter 350 personnes portées disparues. D'après la recherche d'aujourd'hui, il faudrait y ajouter aussi une centaine de musulmans qui auraient été assassinés ce jour-là. Ce qu'on peut dire, c'est que le 5 juillet est la journée où il y a eu le plus de morts dans la guerre d'Algérie. Alors De Gaulle dit, il y a une phrase extraordinaire, à un moment, il dit « Pour la France, en Algérie, les choses se passent bien », quelques jours après le massacre d'Oran. Pour la France, à part quelques enlèvements, les choses se passent bien, ça se calme, les gens qui étaient partis reviennent, il y a des fonctionnaires qui... Enfin, c'est véritablement la vie en rose, quoi. Après le massacre d'Oran, les enlèvements de pieds noirs se poursuivent et finissent par atteindre un nombre de victimes évalué à plus de 3000. Que sont-ils devenus ? Quelques très rares témoignages de rescapés permettent de comprendre l'ampleur du crime contre l'humanité qui s'est déroulé, puisque ce sont de véritables camps d'extermination qui ont été mis en place par le FLN et vers lesquels étaient conduits les pieds noirs séquestrés. Les archives révèlent effectivement que bon nombre de disparus ont été gardés prisonniers pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Un homme a survécu à ces épreuves. André Ossignac était un jeune soldat. Il a été enlevé le 21 juin 1962 à Alger. J'étais en ville, donc je suis cigarette pour les autres. Je suis tombé sur une patrouille de FLN qui m'ont pris, qui m'ont tout supprimé. Ils m'ont embarqué dans un camion où on était plusieurs. Les prisonniers passeront 2 jours enfermés dans un four à chaud avant d'être transférés dans une mine à 1 heure de route d'Alger. C'est un grand tunnel, étayé. Il y a un piocher du minerai de fer. Il y avait un coin où on faisait les besoins. De le manger, c'était... Ils portaient un plat comme ça. Et chacun se servait. Il y en arrivait qui se battaient parce que tellement ils avaient faim, ils se battaient. Il y en a même qui se sont suicidés. On faisait pipi dans la main pour boire. Et ça suintait dans la mine l'eau. On avait déchiré les vêtements, on avait fait des lambeaux, et on suçait ça. Celui qui n'arrivait plus à travailler, il enlevait. On ne sait pas où ils allaient. André Ossignac a tenté 3 fois de s'évader. Je me suis mis en tout de chariot. J'ai été jusqu'au concasseur, mais il y avait des sentinelles, ils m'ont tapé. Ils m'ont rentré, ils m'ont tabassé. Ils m'ont mis un taquet entre les chevilles.
Ils m'ont attaché. Ils ont passé un fer sous l'ongle, ils ont arraché. J'ai senti le premier, je n'ai pas senti le deuxième parce que je suis tombé dans les pommes. Et la troisième fois, je me suis fait enterrer dans le chariot. Parce que j'avais remarqué que les chariots qui passaient, ils se vidaient dans le concasseur. Il y avait une grille pour les gros morceaux. Alors je me suis fait enterrer dedans, je me fait vider dans la trémie, et j'ai réussi à sortir. C'est pas un acte de courage. Hein. Il a la peur de mourir. C'est pour ça que je tentais le tout pour le tout. Mourir pour mourir, je ne voulais pas mourir dans la mine. André Ossignac a passé 3 ans dans cette mine. À son retour en France, il est déclaré déserteur par l'armée et emprisonné, sous prétexte qu'officiellement, il n'y a pas de prisonniers en Algérie. Il n'a jamais mis en colère, c'est que j'ai donné l'endroit et qu'on n'a rien fait pour aller les chercher. Pour ces quelques hommes et femmes qui ont eu la chance d'être libérés ou de pouvoir s'échapper, des milliers de familles ont continué à espérer, malgré tout. Des gens qui vous disent parfois, tiens, on a vu quelqu'un qui ressemblait à ton père. Il paraît que... Alors, on sait que ce sont des faux espoirs et puis des fausses informations, mais on s'accroche à toutes les informations. Toutes les voitures, je peux dire que toutes les voitures qui passaient, j'attendais qu'elles s'arrêtent, et j'avais pas de téléphone à l'époque. Et j'attendais que ce soit mon mari qui arrive. Je me suis dit, il a pu aller chez ses parents, on lui aura donné mon adresse, et il sera venu me retrouver. Mais je l'ai attendu, là, pendant toutes les nuits, quoi. Tout le temps. Enfin, moi, en tant qu'enfant, je pensais qu'ils allaient revenir. C'est la seule certitude que j'avais. Bon, ils avaient disparu, mais ils allaient revenir. Il n'y a pas un jour où je n'y ai pas pensé. C'est terrible. Enfin, c'est terrible et puis rassurant à la fois. Alors bien sûr que la raison, bien sûr, il est évident qu'ils sont décédés. C'est une évidence. Mais sans preuve. Moi, je ne veux pas trop y penser parce que c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai la douleur parce que je savais ce qu'on faisait à ceux qui étaient enlevés. Et ça, c'est ça pendant 2 ans qui m'a hantée. Je faisais des bonds dans mon lit tout le temps, toutes les nuits, des bonds en imaginant ce qu'il avait pu subir. Et ça c'était... Alors, c'est pour ça que j'essayais de ne pas trop y penser, parce que ça, c'était très, très dur. Mais vous ne souhaitez qu'une chose, c'est que la personne enlevée ait été abattue, elle n'ait pas souffert. C'est reposant, c'est une libération pour tout le monde, ça vous permet de vivre. Vous ne pouvez pas vivre avec un cauchemar en vous disant qu'est-ce qu'ils lui ont fait, comment est-il mort. Quelque part, c'est plus simple. Mais quand on sait ce qui se passe, et surtout quand c'est sa mère, on est très inquiet parce que on sait bien comment ça se passe en ces fins de guerre. Je veux dire que les femmes subissent toujours les outrages des outrages. Donc, si vous voulez, c'est la catastrophe morale. Parce qu'on se dit, même si on les retrouve, on va les retrouver comment? Mais le deuil ne peut pas se faire. Ne peut pas se faire. Moi qui vous parle, ça n'engage que moi. Je ne me suis remariée qu'en 1993. Posez-vous la question pourquoi? D'un côté, on dit ben oui, c'est fini, et puis au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit peut-être pas.
peut-être pas, peut-être pas. Et on a envie de crier. Oui, on a envie de crier, mais crier à qui, à quoi? Moi, je suis une petite bonne femme au milieu de gens qui sont tellement plus forts que moi. Il y a tellement de mensonges et de duperies, de cachotteries, et on a tellement l'impression d'emmerder tout le monde quand on parle de ça. L'État français a fait une erreur. Il ne veut pas assumer cette erreur. Il a trahi ses ressortissants. L'État doit aide et assistance à tous ses ressortissants, où qu'ils soient. Il doit aide et assistance. Il n'a pas, pendant cette période, amené cette aide et cette assistance. Le silence d'État, c'est le silence de l'État français, mais aussi de l'État algérien, de ne pas considérer les enlèvements et les disparitions de civils européens pendant la guerre d'Algérie comme un élément important de la guerre. C'est-à-dire qu'un pays comme l'autre, à un moment donné, font taire toute revendication, toute volonté des familles de connaître un peu la vérité sur les personnes disparues. Et donc, chacun se met d'accord pour dire on ne parle plus de disparus. Au terme de ce second épisode de l'Histoire rétablie, on mesure donc à quel point la propagande officielle du régime d'Alger, qui passe son temps à accuser la France d'avoir commis des crimes contre l'humanité en Algérie, relève de l'inversion accusatoire et de la falsification historique la plus totale. En réalité, les 130 ans de colonisation française auront été la première parenthèse historique, après un millénaire, au cours de laquelle la terre d'Algérie n'aura connu aucun crime contre l'humanité. Cette parenthèse de paix civile et de progrès considérables offert par la France aura malheureusement fini, dès le lendemain du processus d'indépendance déclenché avec les accords d'Évian, le 19 mars 1962, par le retour immédiat de la pratique des crimes contre l'humanité, avec le point culminant du massacre de masse d'Oran, le 5 juillet 1962, au lendemain de l'indépendance officielle de l'Algérie. Compte tenu de la matérialité des faits établis par les remarquables travaux de l'historien Jean-Jacques Jordi, il est aujourd'hui grand temps que la France se mette en conformité avec les traités qu'elle a signés et qu'elle lance la chasse contre les membres du FLN, responsables du crime contre l'humanité, que constituent les disparitions forcées de Pieds Noirs et le massacre d'Oran, afin de transférer ceux des responsables de ce crime qui sont encore vivants devant la Cour pénale internationale, comme l'y oblige le statut de Rome dont la France est signataire. D'autant plus que certains des responsables de ce crime contre l'humanité vivent peut-être, actuellement, sur le sol français. Si cette plongée dans l'histoire vous a intéressé, laissez un like pour soutenir notre travail, partagez votre analyse en commentaire et abonnez-vous à l'Histoire rétablie. À bientôt.